Takeoff. Press 7. 8 knots check. Ça prend pas de Tango, bonsoir, de Tango 3, il y a 0 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonsoir, de l'instant, Air France, en 2 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro, exceptionnellement un jeudi soir plutôt qu'un mercredi. Élection oblige, c'est pour ça qu'on a décalé l'émission d'hier soir à ce soir. J'espère malgré tout que vous avez pu vous libérer sans trop de problèmes. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, je vois que vous êtes déjà un certain nombre sur le chat. Vous avez vu ? Nouveau décor, on n'est pas peu fiers de vous présenter ça. On devait avoir Nicolas avec nous, qui, le pauvre, est malade. Donc, malheureusement, il ne sera pas là ce soir, même en visio, et apparemment il est HS. Ça n'a pas l'air d'être le Covid, donc heureusement. Bonsoir donc à toutes et tous. Donc on va faire sans Nicolas ce soir. Je vois que Kémy est déjà sur le chat. Salut Kémy, à la modération. Je vois que Ryuk31, bienvenue, nouveau dans la zone. Bienvenue, installe-toi, attache ta ceinture. Bonsoir à Pierre, bonsoir à Mutt qui est là également. Donc voilà, nouveau décor. Beau polo, exactement, exactement. Et je suis sûr que tu l'as aussi, mon cher Alex. Classe le décor. Merci à toutes et tous. C'est vrai que c'était un petit boulot de faire ça. Alors, il n'est pas totalement fini. Et je tiens à remercier Daniel. Je ne sais pas s'il est sur le chat, mais il devrait passer tout à l'heure, je pense. Daniel qui nous a prêté plein de décorations. Pas de souci, mais on se connaît de loin. Merci pour le bienvenu. Alors, vous voyez, ici, on a plein de combinaisons de vol que Daniel nous a passé. Il nous a même prêté son casque, qui a fait 6 ans à Patrouille de France. Bon, c'est temporaire parce qu'on va lui rendre, on va pas le garder. Là, vous avez la combinaison des Red Arrows. Ici, les Frecce Tricolori avec le signe italien. Vous avez la Patrouille de France avec le fameux blouson de la PAF aussi qui est ici. Bref. Plein de petites décorations, une nouvelle hélice aussi qu'on a trouvé sur une puce ce week-end. Enfin voilà, le décor claque, bon rétablissement à tous. Et puis la petite piste aussi, on s'est bien embêté à faire la petite piste 0927. Je vous laisse chercher les aérodromes ou les aéroports qui ont des pistes orientées 0927. Vous verrez, ça, je veux le casque. Non Pierre, malheureusement le casque c'est pas possible. Je pense que si je donne son casque, je suis un homme mort. Bref. Bon ben voilà, vous êtes déjà actifs sur le forum, ça fait plaisir. Théo qui est arrivé également, coucou Théo, bienvenue. Daniel aussi, ça y est, est connecté, donc on le disait, Daniel il est là, vous pouvez le remercier, envoyez-les des petits cœurs là, les petites émotes que vous avez sur la chaîne. À Daniel, il est connecté. Bienvenue et Daniel, merci encore pour le décor. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est d'attaquer sans plus attendre on va déposer le plan de vol de l'émission de ce soir et je vous propose de découvrir ce que je vous ai prévu, donc dépôt du plan de vol. Le plan de vol du jour, alors vous avez vu, maintenant on a plein de caméras différentes, on en a une là-bas, on en a une là, on en a une là, donc on est paré. Alors, le plan de vol du jour, c'est... Hop, je vais vous l'afficher ici. Voilà, donc l'actualité du terminal, vous le savez maintenant, le petit point sur l'actualité du terminal, quelques petites actus. Derrière, on va faire un petit truc que je vous ai préparé un peu dans l'urgence, parce que normalement Nico devait être là, et comme il est malade, eh bien, il a fallu rebondir un peu. Et je vous propose d'aborder un petit sujet assez sympathique, je l'espère. Ça va être un petit rappel, ou une petite connaissance, découverte des cartes aéronautiques. Comment est-ce qu'on fait pour s'orienter quand on est en l'air? Comment on fait pour préparer un vol, pour aller d'un point A à un point B? Comment est-ce qu'on va faire? Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, les différents types de cartes, comment est-ce qu'elles sont conçues, comment est-ce qu'on les utilise. Et voilà, donc ça va être le thème de ce soir. Restez bien jusqu'à la fin,
parce que vous allez pouvoir répondre à des questions. En fin d'émission, je vous ai préparé un petit quiz aéro pour voir lequel d'entre vous était le plus assidu, on va dire, aux émissions, mais pas que. Voilà, c'est un petit quiz de fun qu'on aura l'occasion de faire ensemble en fin d'émission. Et puis évidemment la traditionnelle séquence remise de gaz, fort aux questions en fin d'émission. Voilà, si ça vous va, bah, écoutez, je vous propose qu'on attaque sans plus attendre avec la première séquence du jour, à savoir l'actualité du terminal. Et l'actualité du terminal avec trois petites news que je vous ai préparées ce soir. La première, vous le voyez sur ces photos, c'est la fin des shows aériens en Formule 1. On a appris ça cette semaine. En fait, la fédération, et salut Marteau Afro, bienvenue dans la zone, attache ta ceinture, sois le bienvenu. Donc je le disais, la fin des shows aériens en F1. L'objectif, c'est de réduire les émissions de CO2. Alors, on pourrait le dire. Et hop, Wizbot a banni. Ah ben voilà, il y avait un scammer sur le chat et vous avez vu, les robots ont fait leur job. Ils l'ont dégagé. Merci et bon vent. Donc, réduire les émissions de CO2. Objectif, c'est la neutralité carbone en F1 d'ici 2020. Donc, et officieusement. Bon, ça, c'est ne pas laisser une place à des démonstrations militaires des États. Sauf, il y a une exception, aux avions qui vont tourner avec des biocarburants. Ben, ça sera la seule exception qui sera tolérée. Et je pense par exemple aux extras des Red Bull Air Race, enfin anciennes Red Bull Air Race, mais des Red Bull en règle générale qui pourront voler si justement il y a des biocarburants. Neutralité carbone décidée donc par la Fédération internationale d'automobile, la FIA, sur les différents grands prix. Donc voilà, c'était la première nouvelle du jour. Donc si vous suivez la F1, ben, il n'y aura plus de défilé aérien comme avant. Deuxième petite séquence, une innovation cocorico avec un ULM. On va parler ULM ce soir avec le VL3 Evolution que vous avez ici sur la photo, qui est quand même assez stylé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt pas mal. C'est un avion qui à l'heure actuelle a une vingtaine d'heures de vol. Il a été certifié, il est en phase d'essai. Et tenez-vous bien, c'est le premier ULM qui vole avec une turbine. Alors cette turbine, c'est une petite turbine qui est construite par Turbotech, qui est un fabricant français. Et cette turbine fait 136 chevaux. Alors quel est l'avantage, vous allez me dire, de mettre une turbine sur un ULM? Eh bien c'est très simple. Déjà c'est réduire la consommation. Plutôt que de fonctionner avec de l'avgas, on va tourner en jet A1, donc avec du kérosène, diminution de la consommation et aussi une simplicité de pilotage puisque sur les turbines, généralement, on a une monomanette, donc une seule manette pour mettre plein gaz, réduire, etc. Il n'y a pas d'hélice à régler puisque le pas d'hélice va être réglé par un FADEC, qui est donc en fait un EQ, Engine Computer Unit, donc c'est un ordinateur qui va calculer le rendement optimal de la turbine pour l'adapter à toutes les phases de vol. Donc voilà, c'est une innovation avec ce nouvel ULM qui est sorti et c'est vrai que ça donne envie de l'essayer parce que une turbine sur un ULM, 136 chevaux en plus, ça doit quand même être relativement performant. Donc à suivre surtout si vous êtes utilisateur d'ULM. La petite news suivante, eh bien, c'est les tarifs des billets dans les compagnies aériennes qui sont annoncés à la hausse. Bon, on s'en doutait un peu, je pense que c'est un secret pour personne. L'augmentation des carburants n'y est pas pour rien. Depuis fin mars 2022, augmentation de 6,1% par rapport à mars 2021, donc plus 6% en un an. Vous allez me dire peut-être que les carburants ont augmenté plus que ça, et ça correspond à plus 6,2. Alors 6,1% c'est sur le trafic intérieur. On reste en France métropolitaine. Par contre, si on regarde sur le secteur international, on a plus 6,2. Donc ça se tient, mais sachant qu'évidemment, il y a plus de consommation sur les vols qui sont long courrier. En revanche, le coup de bon bout, il est pour nos amis d'outre-mer, puisque en moyenne, et d'ailleurs le pompon appartient à l'île de la Réunion, qui est quasiment à 30%, on a une augmentation globale de 14,3%
en mars 2022 par rapport à mars 2021, et je pense que Kémy va pouvoir nous le confirmer, lui qui navigue souvent entre les Outre-mer et la métropole, pourra peut-être nous indiquer un petit peu ça. En tout cas voilà, c'est on va dire un petit coup dur des tarifs pour les compagnies aériennes, mais ceci dit, le trafic il est quand même en nette augmentation, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour la petite rubrique, on va dire actualité, l'actualité du terminal. Je vois que, alors hop, on va faire un petit point rapide. Je vois que TUI est arrivé également. Coucou à toi TUI. Voilà, il y a du monde qui est connecté sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à venir vous présenter. Il n'y a que des gens sympathiques sur le chat. Si vous ne l'avez pas fait également, je vous propose de partager, en fait, de pouvoir hoster l'émission. Je vais essayer de vous envoyer la commande. Non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Vous voyez dans le chat, là, il y a eu un message de Stream Element qui dit la zone aéro.streaming.lv, etc. Vous cliquez sur le petit lien et en fait ça va relayer comment dire, l'émission sur votre compte et du coup ça augmente la lisibilité et ça nous aide quelque part. Je vous rappelle aussi que si vous ne suivez pas encore la zone aéro, n'hésitez pas là en dessous, tout en bas, de cliquer sur les notifications, de suivre la chaîne. Et éventuellement, si vous voulez nous soutenir, posez un petit abonnement, un petit sub. Vous pouvez le faire gratuitement si vous avez un abonnement Prime Amazon. Vous le convertissez directement en cliquant sur le lien qui s'affiche sur le chat, là, dans Stream Element. Et nous, ça nous soutient. Et quelque part, vous êtes des Robins des Bois parce que vous prenez l'argent dans les poches de Monsieur Bezos d'Amazon pour nous le donner à nous et on vous en remercie. Voilà ce qu'on pouvait dire dans la rubrique actualité du terminal. Je vous propose tout de suite de passer à la séquence suivante. On a parlé tout à l'heure des cartes. Et c'est ce qu'on va retrouver tout de suite avec théorie avant la pratique. C'est la séquence de ce soir et on déplie tout le monde ses cartes. Alors, la théorie avant la pratique, hop, on va passer tout de suite sur tout ce qu'il faut. Les petites cartes, elles sont là, vous avez vu, j'ai tout prévu. Alors, hop, on va décaler tout ça et on va déjà commencer. Ah, nouvel abonné, Kembis, merci Kémy pour ton abonnement avec l'alerte qui s'est déclenchée, impeccable. Merci Kémy, grand merci à toi. Et on est à combien? On est à 5 abonnés. Vous avez vu, c'est en bas, par là, tout en bas. On a le challenge abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner et faire monter le compteur. Et on est quasiment à 100 followers. Donc, joli abonnement. Enfin, joli résultat, pardon. Donc, ce soir, je voulais vous parler des cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cartes, bien qu'aujourd'hui nous utilisions des moyens numériques, des moyens électroniques qui nous permettent de suivre le vol, de suivre l'évolution. D'ailleurs, des cartes, vous en avez, si vous utilisez l'application Flight Radar, vous avez des fonds de cartes qui vous permettent de savoir où sont les avions. Les avions aussi ont besoin d'avoir des fonds de cartes pour savoir à quel endroit ils sont. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il a fallu déjà un éditeur de cartes. En France, vous avez l'IGN qui est spécialisé là-dedans, pas seulement pour l'aéronautique, Institut Géographique National, qui fabrique aussi beaucoup de documentation pour plein d'autres organismes, pour des ministères, pour des forêts, pour tout un tas de choses. Il est ici, vous voyez, hop, IGN, voilà, Institut Géographique National. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller sur le site de l'IGN, sur le site ign.fr, me semble-t-il, de mémoire, vous tapez sur Google et vous avez tout plein de choses, dont l'excellent site Géoportail. Si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour. Vous verrez, vous avez accès à la France, un fond de carte de la France avec tout plein de détails. C'est assez intéressant et vous pouvez d'ailleurs zoomer de manière assez importante. Donc, cette Terre, qui vous le savez est une boule, enfin pas tout à fait une boule, là c'est vraiment une boule, mais en fait elle est un peu aplatie. Cette Terre, il a fallu trouver le moyen de réussir à la mettre sur papier. Alors c'est vrai qu'à l'époque,
on utilisait des sextants, c'est surtout les navigateurs d'ailleurs qui avaient besoin de ça au départ, pour traverser les océans, prendre une direction, essayer de suivre cette direction. Donc on a utilisé tout un tas de choses. On a utilisé la position par rapport au Soleil, par rapport aux constellations, qui quelque part tournent de manière relative, puisque la Terre tourne, donc la position relative des constellations change. Et pour plus de simplicité, on s'est dit pourquoi pas essayer de matérialiser en fait le sol à une certaine échelle et à le poser sur une carte. Donc on s'est employé à mettre ça en place et vous voyez ici il a fallu déjà essayer de découper la planète pour essayer de faire tenir tout ça de manière cohérente sur du papier. Donc comment est-ce qu'on peut poser une boule sur quelque chose de plat? C'était un peu la complexité de la chose. Alors déjà, sur le découpage de la planète, vous voyez, sur la partie gauche, vous avez donc le pôle sud en dessous et le pôle nord au-dessus. Vous voyez qu'en fait, cette planète, elle est découpée en différentes tranches. Ce sont les parallèles. Et le centre, le 0 degré, correspond à la moitié de la planète. Vous prenez la boule, vous la coupez en deux, c'est l'équateur. Donc ça, je pense que je vous apprends rien. Et de l'équateur jusqu'au pôle, on a 90 degrés d'écart. Donc 0 jusqu'à 90 degrés nord pour l'hémisphère nord et 0 à 90 degrés sud pour l'hémisphère sud. Maintenant qu'on a découpé ça en tranches, il va falloir qu'on le découpe aussi dans l'autre sens, de manière orthogonale, pour pouvoir avoir différents carrés et donc arriver à avoir tout un maillage autour de la planète. Comment est-ce qu'on a fait ? Pareil, on a fonctionné par degrés et on a pris un degré 0. Ce degré 0, il est basé pas très loin de chez nous, puisqu'il est sur la ville de Greenwich, en Angleterre, et c'est ce qui correspond en fait au méridien 0 degré. Puis ensuite, on va s'écarter jusqu'à arriver de l'autre côté de la planète à 180 degrés. Donc pareil, on va avoir un 180 degrés est et un 180 degrés, 0 jusqu'à 180 degrés côté est et 0 180 degrés côté ouest. Donc, grâce à ça, à ces méridiens et à ces parallèles, quelle que soit la position sur le globe, on va être capable de nomenclaturer, donc de savoir précisément à quelles coordonnées on est et donc de pouvoir nous repérer sur ces cartes. Voilà pour cette première partie. Alors, je vous ai mis ici quelques petites photos qui vous montrent les différents types de projections qu'on peut envoyer sur une carte. Vous vous doutez bien qu'une boule, si vous prenez une surface plane et que vous essayez de la plaquer sur une boule, vous aurez des plis à certains endroits. Je pense que tout le monde le voit à peu près. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à réagir évidemment dans le chat ou des remarques, n'hésitez pas à le faire. Donc si on plaque cette feuille sur le globe, elle ne sera pas parfaite. Donc, ça veut dire qu'à certains endroits, il va y avoir des replis. Les replis vont être des différences d'échelle. Donc, si vous regardez un petit peu ce que je vous ai mis, vous avez différentes projections de cette surface ronde sur une surface plane qui correspondent en fait à différents types de cartes. Par exemple, si vous prenez la surface, la projection cylindrique, donc on imagine la Terre, et on la projette verticalement comme si on faisait passer la lumière au travers sur une surface qui est derrière. Et là on obtient en fait un fond de carte et ce fond de carte sera une projection cylindrique. C'est celle qu'on connaît et c'est celle qu'on a tous vue à l'école. C'est la projection cylindrique UTM qui nous montre un petit peu ça. Alors la différence, et vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question, à votre avis, à quel endroit on a le plus de déformation sur cette carte ? Je vous laisse réfléchir. Alors on imagine, je vais prendre la petite tasse là, pour imaginer que c'est un cylindre, et on va projeter en fait ce cylindre, hop, comme ça là, sur la carte. Donc à votre avis, où est-ce qu'on aura le plus de déformation? Est-ce que vous avez des idées? Je vous laisse répondre sur le chat. D'ailleurs, sur la photo, vous pouvez voir, vous pouvez déjà avoir un ordre d'idées. Hein. Hop. Pas d'avis sur la question? Allez, lancez-vous. On est là pour ça. Alors, l'épaule. Oui. L'épaule, pourquoi l'épaule? Parce qu'en fait, ils sont plus loin et on va les projeter dessus. En fait, il peut y avoir l'épaule, mais il peut y avoir aussi de chaque côté.
Si vous voulez, imaginez que ce soit un grand cylindre et que vous projetez dessus. À l'endroit où la feuille ou la carte va toucher le sol, eh ben, c'est là où l'échelle sera la plus précise. Et le plus on va écarter, eh ben, le plus l'échelle va augmenter. Donc sur la partie cylindrique, ça ne bougera pas. Par contre sur les pôles, vu que le pôle va s'éloigner de par la rotondité de la Terre, effectivement, on va avoir une échelle qui sera augmentée. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, hein, en bas et en haut, on a l'impression que les continents sont un peu plus hauts, un peu plus longs. Si maintenant vous regardez la projection conique conforme, la projection de Lambert, vous voyez, c'est d'un quart de cercle qui a été projeté. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'échelle au niveau de l'équateur. Maintenant, si on passe sur la projection pseudo-cylindrique, donc Robinson, et ben vous voyez, on a pareil au niveau comment dire, du centre de la carte, vous aurez le respect de l'échelle. Par contre, si vous vous éloignez sur le côté et vers l'épaule, et ben vous avez une déformation. Cette déformation, elle induit automatiquement une modification de l'échelle. Maintenant, la projection elliptique, c'est un peu le même principe, sauf que vous voyez, il y a un peu plus de rétrécissement vers l'épaule. C'est comme si on avait ramené l'épaule sur un seul point, alors que sur la pseudo-cylindrique, eh ben, on a mi-chemin entre l'elliptique et la cylindrique. Et enfin, la projection azimutale ou la stéréographique polaire, ben là c'est simple, on imagine donc la Terre, on voit le pôle qui est au-dessus et on vient poser en fait une feuille sur ce pôle. Sur le pôle, donc l'échelle sera exacte et le plus on va s'éloigner de ce pôle, avec la rotondité, même chose, le plus l'échelle sera modifiée. Donc vous voyez, ces cartes vont nous permettre de nous positionner, de comprendre à l'endroit où on est, on va pouvoir les utiliser. Mais par contre, attention au niveau des échelles parce que l'échelle ne sera pas forcément la bonne. Il va y avoir des modifications de par la rotondité de la Terre sur ces échelles. Alors en fonction de la carte qu'on va utiliser, en fonction de l'échelle de la carte qu'on va exploiter, on verra que la carte sera plus ou moins précise, si on peut dire comme ça. Les projections coniques, alors voilà, ça, je vous ai mis ça pour vous expliquer un petit peu ce que j'essayais de vous matérialiser avec les mains. Vous voyez la projection conique, alors est-ce que vous voyez non, vous ne voyez pas le curseur de la souris, donc c'est pas grave. C'est en haut à gauche, donc on voit bien la projection du cône au-dessus qui vient lécher en fait le bord de la Terre, et donc c'est à cet endroit-là, l'endroit où la carte affleure en fait avec le sol, que l'échelle sera exacte. Ailleurs, après ou avant, eh ben, l'échelle sera légèrement déformée. Pour la partie cylindrique, c'est assez bien fait, c'est la partie de droite. Par exemple, les projections de Mercator, c'est le cas, hein, vous voyez, eh bien, on a vraiment la projection de la Terre sur la carte avec une déformation importante au niveau des pôles. En dessous, hop, on va parler donc de la projection azimutale, on en a parlé tout à l'heure, et vous voyez cette déformation qu'on retrouve, vous voyez le quadrillage, hein, de toute façon, le maillage qui est fait, vous voyez qu'il se déforme énormément, donc forcément l'échelle elle bouge aussi. Et enfin sur la partie de droite, même chose, ce sont des canevas là pour le coup, où on va venir faire affleurer plusieurs cartes à plusieurs endroits, et du coup on va réussir à avoir une sorte de canevas où les échelles qu'on souhaite sont à peu près, je dis bien à peu près respectées, même si en réalité c'est pas exactement le cas. Voilà pour les différentes projections. Vous avez d'ailleurs pas mal de sites internet qui font leur rétrospective de tout ça, et si vous passez la TPL théorique, je pense que vous en parlerez en navigation, donc en 0,61 de mémoire, et 0,61, non c'est pas 0,61, ou 0,31 peut-être, je sais plus de mémoire, et vous en parlerez aussi en 0,70, ça pour le coup je suis sûr, c'est donc les procédures opérationnelles où on parle un peu de stéréographie polaire. Voilà pour ce qui est projection de la Terre sur des cartes. Et si on habille un petit peu tout ça, je vous ai posé donc ici deux cartes, hein. La première elle est tirée de l'IGN où vous avez la France qui est dessinée avec des axes de communication. On a nativement décidé d'une échelle et d'un code couleur qui va nous permettre de nous repérer
de manière universelle, voilà, facilement. Comment? Déjà en mettant l'eau en bleu. Ça paraît pas grand chose, mais en attendant, ça nous permet de nous repérer. Ensuite, le code couleur, tout ce qui est vert va correspondre à des 0,61. Voilà, c'est ça. Merci les amis. Donc, la partie verte correspondra aux zones les plus basses, si vous voulez, en altitude. Et le plus on va monter, le plus on va tendre vers la couleur des roches, donc vers le marron. Donc ça, c'est un code couleur universel. Et par-dessus ces cartes-là, on va pouvoir modifier certaines choses. Par exemple, si on ne veut pas forcément d'avoir les routes dans le détail, on peut les enlever et les remplacer par autre chose. On appelle ça des surcouches. Et là, ce qu'on voit à droite, c'est la surcouche aéronautique de la France. Donc c'est sur une carte 1/500 000, 1/500 millième, donc 1 cm sur la carte représente 500 000 cm en réalité. Et vous le voyez, les espaces aériens qui sont découpés sous forme de zones et qui vont indiquer au pilote dans quel espace ils sont. Et forcément, le pilotage va être impacté justement un petit peu par tout ça. Alors, ce que je vous propose de faire, si ça veut bien fonctionner, ça va être que je vous affiche en fait sur internet la carte 1/500 000. Hop, je vais venir ici, voilà. Alors, l'IGN-OACI, c'est ici, voilà. Et je vais vous le partager, PDF, ça sera hop ici et ce sera ça, voilà. Donc là vous avez la capture d'écran avec la carte OACI. Alors cette carte on peut se balader dedans, elle est accessible gratuitement. Vous tapez, vous voyez le lien au-dessus, hein. Vous tapez Géoportail OACI ou IGN OACI et vous avez accès à cette carte-là qui est d'ailleurs à jour sans aucun problème. On va descendre un petit peu du côté du sud, ça va rappeler des souvenirs à certains, et on va zoomer tout simplement sur les différentes zones. Alors pourquoi je vous emmène vers le sud? Il n'y a aucune ségrégation là-dedans, pas du tout, loin s'en faut. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a beaucoup de zones. On retrouve en fait un code couleur avec le bleu, avec le marron ici, donc on se doute qu'il doit y avoir des montagnes par là. Là aussi, il y en a quelques-unes. Si on se déplace du côté des Alpes, on va sûrement en trouver aussi. Hop, voilà par là, vous voyez, là il y a du caillou. Et puis, qu'est-ce qu'on voit également? Si on zoome ici, là, vers Bordeaux, on voit que, hop, on a des villes qui sont aussi dessinées en jaune, en orange. On a des routes voilà, qui sont en gris. On a des lignes électriques. On a pas mal de choses. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on exploite un petit peu tout ça? On verra comment est-ce qu'on trace en fait une trajectoire ensuite. On le verra dans quelques minutes. Par contre, on va regarder un petit peu déjà la légende de ces cartes-là. Vous voyez, si je zoome par ici, on est du côté de Lyon. Vous voyez, on a des petites taches bleues qui sont ici. On a des zones qui sont dessinées comme ça. Vous avez des zones rouges qui sont là. Il y a des bleus, il y a des rouges. Là, il y en a qui sont triangulaires. Il y a des petits symboles comme ça. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à voir. Et là, ici, il y a un rectangle avec un R. À quoi ça correspond un petit peu tout ça? Donc on va repasser ici sur la carte, sur la partie PDF. Hop, voilà. Et on va regarder un petit peu les légendes. Alors ces légendes, on va trouver déjà les autoroutes qui seront dessinées avec deux traits. Ces deux traits vont nous permettre aussi de matérialiser des choses qu'on va voir sur les autoroutes, par exemple les échangeurs, les aires de service ou les péages qui sont matérialisés par un petit trait, vous le voyez. En dessous, on a les routes principales, les routes secondaires et tout ce qui est route en construction, c'est en pointillé. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on affiche les routes? Tout simplement parce que sur les cartes 1/500 000 comme celle-ci, d'ailleurs si je vous la montre, je la déplie, vous verrez, c'est exactement la même chose. Hop, voilà, vous voyez, je zoome un petit peu, c'est exactement la même chose que ce qu'on a sur l'écran, c'est la même.
Sauf que sur cette partie-là, hop, je vais le montrer ici, elle est divisée en 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon ça serait trop large. Donc on a divisé la France en 4 parties et on récupère la même chose qu'on a sur l'écran. Donc, pourquoi est-ce qu'on met tous ces symboles? Eh bien tout simplement parce que le pilote qui va utiliser ces cartes-là va voler à vue. Donc il va suivre une trajectoire, il va passer certains obstacles, il va passer certains points caractéristiques et ces points caractéristiques vont lui permettre de se repérer le long de sa route. Donc on a tout intérêt à lui mettre des points de repère caractéristiques pour qu'il puisse se retrouver. On aura des chemins de fer également, vous voyez, avec une petite barre ou deux petites barres en fonction du nombre de voies qu'on peut voir. Vous avez les canaux également qui sont reportés. Vous avez des altitudes aussi dans le haut, hein, vous voyez, hop, c'est ici à peu près en face, voilà, par là. Donc 387, point côté critique, point côté normal, etc. Vous avez des feux clignotants, par exemple aux abords des aéroports, qui peuvent, ou des phares, qui peuvent clignoter, donc ils sont indiqués. Vous pouvez avoir des ruines, des châteaux, ce genre de choses, des pylônes, des obstacles qui sont ou qui doivent d'ailleurs être signalés pour prévenir le pilote qui sont là, notamment des obstacles qui ont une haute altitude. On retrouve en dessous le code couleur dont je vous parlais tout à l'heure, avec la végétation, tout ce qui est réseau de canaux, les marais qui sont plutôt couleur bleue, hein, qui correspondent à de l'eau. Hein. Et en dessous, les teintes hypsométriques, donc liées à l'altitude, où on voit que en fait, on augmente dans la couleur brune, sauf quand on est très haut, où là on est plutôt sur du blanc bleuté, qui correspond en fait à la couleur de la neige, puisque généralement il y a de la neige là-haut. Alors si on regarde par rapport à ce qu'on disait juste avant, vous voyez que dans le bas de l'échelle on a deux infos. On a déjà une projection conique conforme Lambert 93, avec, on le disait tout à l'heure, parallèle d'échelle conservée 44 à 49. En France on est à peu près au niveau 45 degrés, hein, on est à peu près à la moitié de l'hémisphère nord, et donc aux alentours de 45, on a pris le 44 et le 49, c'est, si vous voulez, on imagine la boule, et en fait notre carte plate va passer au niveau du 44 et du 49e parallèle, ce qui veut dire que l'échelle sera optimale au 44 et au 49, et entre, elle sera un petit peu modifiée. Et puis vous avez également un petit truc en bleu là, qui s'appelle WGS 84, qui est en fait la nomenclature, la codification du système GPS, le système GNSS, qui est codé justement sur des points connus. Et du coup, le WGS 84 nous indique que cette carte-là, enfin, les références qu'on va trouver dessus correspondent au système WGS 84, ou inversement. Voilà pour la partie fond cartographique. Si on enchaîne, on va voir d'autres types de légendes. Vous vous souvenez, on a vu justement des petites pastilles bleues. Elles sont ici, ces petites pastilles bleues. Ce sont les aéroports. Alors vous avez des aérodromes qui peuvent être civils ou militaires. Et la couleur qui va changer, c'est le bleu ou le rouge. Le bleu pour les civils, le rouge pour les militaires. En fonction de l'activité qu'il y a dessus, vous avez un petit symbole en plus qui s'affiche ou pas. Si c'est une piste en dur, si c'est une bande gazonnée par exemple, ou une plateforme donc, de terre ou d'herbe, ce sera un petit rond vide. Vous avez les hélicos et les hydravions, donc des surfaces qui sont prévues pour accueillir des hydravions et qui sont donc référencés aussi sur les cartes. Vous avez donc tout ce qui est militaire en dessous, même principe. Sur la partie de droite, vous avez tout ce qui est moyen de radionavigation. Alors, si on repasse sur la carte, vous voyez sur la carte que aux alentours de Lyon, un petit peu en dessous de Lyon-Corba, vous avez le VOR de Vienne. Et donc, il est bien repéré comme ce que vous avez sur la légende que je vous remets. Vous voyez la légende. En haut à droite, vous avez le VOR DME. Vous voyez, donc avec le nom du VOR qui est représenté par 3 lettres et sa fréquence. Voilà. Et on le retrouve bien ici, le VOR de Vienne, qui est donc indiqué ici avec la fréquence.
Voilà. En dessous, on va trouver d'autres éléments. On va trouver des NDB par exemple. Donc ça, ce sont d'autres types de balises. On parlera de tout ce qui est VOR NDB probablement avec Michael, qui était là la semaine dernière. Il vous a parlé de l'aile. Il viendra un petit peu nous parler des balises de radionavigation et de l'instrumentation à bord qui va nous permettre d'utiliser justement ces balises. Vous avez en dessous les obstacles et la représentation ponctuelle de ces obstacles. D'ailleurs, hop, il y a un petit bout qui est mangé. Hop, je vais essayer de le décaler un petit peu. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop. Non, visiblement, il ne veut pas. Bon, on le voit quand même. Hein. Obstacles et représentation ponctuelle avec... En fait, ça, ce sont des antennes qui clignotent la plupart du temps. Dès que vous voyez des petits traits là autour des antennes, c'est que ça clignote quelque part. Vous avez des éoliennes également. Et vous voyez qu'en fait, ces éoliennes, elles sont repérées avec, pour les autres obstacles aussi, des chiffres qui sont entre parenthèses et des chiffres qui ne sont pas entre parenthèses et plutôt en gras et italique. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va vous indiquer l'altitude de l'obstacle et en dessous, vous aurez la hauteur de l'obstacle. Vous avez d'autres éléments qui sont indiqués, comme des câbles, comme des lignes électriques aussi, qui vont des fois permettre de confirmer une position. Vous avez également un petit cadre qui correspond aux règles de survol. Alors ces règles de survol, elles sont importantes pour les pilotes parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est compliqué de voler aux alentours des agglomérations, des riverains se plaignent très souvent du bruit, notamment quand il y a beaucoup de mouvements. Et du coup, il a été instauré des règles de survol qui vont à la fois donc, garantir un respect quelque part de l'environnement, mais aussi assurer la sécurité des vols si jamais on tombe en panne, moteur par exemple, au-dessus d'une ville, de pouvoir au moins s'éloigner de la ville, éviter de tomber sur la ville qui est en dessous. Donc vous voyez que vous avez des hauteurs de survol qui sont indiquées ici, qui sont AGL, donc Above Aerodrome Level, donc au-dessus du sol. Et puis, vous avez, en fonction de la taille des villes et de la couleur des villes et des symboles, différentes hauteurs de survol. Enfin, des altitudes en tout cas, ici. Voilà, donc en gros, vous prenez l'altitude du terrain, vous rajoutez l'altitude de survol et vous savez que c'est l'altitude minimale à laquelle vous pouvez passer au-dessus d'une ville. Voilà, ville de Paris, vous voyez, c'est là où c'est le plus haut, ce qui est logique. Voilà ce qu'on peut dire. Enfin, hop, on revient vite fait sur la carte. Chrome, toc, voilà. On parlait tout à l'heure, je reviens ici, on va remonter un peu du côté de Lyon. Hop, on zoome un tout petit peu, voilà. Vous voyez donc autour de Lyon, on a différentes zones. On en parlait tout à l'heure. Alors là, vous voyez qu'on a un terrain avec la piste et d'ailleurs, la petite bande blanche que vous voyez au centre, elle est orientée par rapport à la piste réelle de l'aéroport. Donc les zones qui sont autour, vous voyez la zone de Lyon, pareil, orange. Donc ça veut dire que on ne peut pas tellement la survoler, sauf sur des trajectoires qui sont déterminées pour pouvoir venir se poser ici. C'est pas parce que Lyon est ici que les avions, il faut qu'ils partent sur le côté et qu'ils reviennent automatiquement par là parce que c'est blanc. On est d'accord qu'il y a des trajectoires qui sont publiées qui vont aider et qui vont être d'ailleurs calculées pour amener le moins de nuisances possible. Alors ces zones-là, on va les retrouver dans la légende qui est ici. Alors cette légende, on a TMA, CTA, LTA, CTR. Donc tout ça sont des termes qui correspondent à des zones. Pour faire simple, et je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail ce soir, puisque ce n'est pas l'objectif du jour, mais pour faire simple, imaginez que autour d'un aérodrome, vous ayez une sorte de cylindre, donc on imagine, donc hop, je vais prendre ça, l'aérodrome, et on imagine un cylindre qui est posé comme ça sur l'aérodrome, et bien dans ce volume de cylindre-là, ce sera donc une control zone, une CTR, et dans cette CTR, il y aura un contrôleur qui va surveiller un petit peu ce qui se passe, qui va donner des autorisations, des cléarances aux pilotes pour décoller, pour se poser ou pour se déplacer à l'intérieur de cette CTR pour éviter justement qu'ils se rapprochent trop près ou en tout cas qu'ils arrivent à se voir et à s'éviter. Au-dessus, on va avoir des zones qui sont beaucoup plus grandes. Ce seront notamment des TMA, Terminal Area, et en fait ces zones terminales vont être aussi utilisées par d'autres contrôleurs, ils ont des complices,
Et en fait, les contrôleurs vont se passer la main, vont se passer les avions du départ vers une zone un peu plus grande. Et en fait, la zone terminale sera une zone qui ne sera pas sur le sol. Les CTR, oui, vont toucher le sol, mais les TMA vont être au-dessus. Et en fait, les TMA vont pouvoir éventuellement alimenter, si j'ose dire, différentes CTR. Donc, pour aller d'une CTR à une autre, l'avion va pouvoir décoller, passer une TMA, suivre certaines routes, soit dans la TMA, soit par des routes aériennes, des airways, et vont venir rejoindre en fait une autre CTR pour venir se poser. Tout ça sous le contrôle et l'assistance de contrôleurs qui sont au sol. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, et je vous remets la carte, vous voyez que sur les zones de Lyon, vous avez ici une CTR. Et cette CTR, elle va du sol jusqu'à une certaine altitude. Et en l'occurrence ici, vous le voyez, c'est 2500 pieds. On le voit, donc vous voyez le petit D, CTR Saint-Exupéry. Il y a un trait qui veut dire donc qu'on est au niveau du sol et 2500 pieds en altitude. Donc là, effectivement, on va avoir une CTR avec le contrôle de Lyon qui va être situé sur l'aéroport, hein, tout simplement, et qui va contrôler les trajectoires des avions qui rentrent ici. Vous savez que Lyon, c'est un aéroport commercial, donc effectivement, il y a beaucoup d'avions qui viennent et qui repartent, aussi bien qui vont voler peut-être à vue et d'autres qui vont voler aux instruments. Donc il va falloir faire cohabiter un petit peu tout ce beau monde pour que tout se passe correctement et en sécurité. Vous avez d'autres zones, des zones qui sont en rouge. Alors qu'est-ce que c'est que les zones qui sont en rouge? Ce sont des zones qui très souvent sont utilisées militairement, mais aussi qui sont interdites de survol pour des raisons de sécurité nationale, entre guillemets. Je pense par exemple aux centrales nucléaires. Alors on en voit une, hop, un petit peu en dessous, on va descendre dans la vallée du Rhône, voilà, je vous le mets au centre de la carte. Vous voyez ici, vous avez la Papa 18, même principe, qui va du sol jusqu'à une altitude de 3800 pieds. Et en fait, cette zone, elle est nomenclaturée avec un P et le 18. Donc cette zone-là, en fait, P, c'est une zone où il ne faut pas. Et qui dit il ne faut pas, c'est une zone prohibée, zone interdite. Et zone interdite, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Si un pilote traverse une zone interdite, eh ben, il devra rendre des comptes, puisque la plupart du temps, ces zones-là, elles sont surveillées. Et la pénétration de ces zones-là est interdite. Vous avez d'autres zones, par exemple, si vous prenez un petit peu à droite, les zones Roméo, qui sont des zones réglementées. Alors elles, des fois on peut rentrer, des fois on ne peut pas. Ça va dépendre si elles sont actives ou pas actives. Et donc les pilotes auront des recueils qui vont permettre de contrôler si les zones sont actives ou non. Et puis enfin, hop, je vais remettre la légende. Donc les zones Roméo, les zones Papa. Voilà, et vous avez également des zones delta. Alors les zones delta, on va plutôt les trouver un petit peu vers le sud. Vous voyez, il y a des zones Roméo. Alors vous voyez du côté de Salon de Provence, base militaire à Salon de Provence, base militaire à Istres. Vous voyez, donc là il y a beaucoup de rouge dans le sud de la France. Hein. Et vous voyez ici, vous avez des zones dangereuses. Donc zones dangereuses, c'est, elles peuvent être activées ou non, et la pénétration est au risque et péril du pilote. La plupart du temps, il peut y avoir des exercices militaires ici, notamment par la Marine nationale, qui peuvent procéder à des exercices de tir ou à ce genre de choses. Donc vous voyez quand même que la préparation d'un vol va exiger de s'assurer que les zones sont bien libres pour pouvoir les franchir. Si elles ne sont pas libres, il faudra soit les contourner, soit passer au-dessus ou en dessous. La carte est cachée, oui. Hop, très bien. Il y en a un qui suit. Bravo Seb. Voilà. Hop, on va zoomer un petit peu. Je vous les remontre ici. Là. Vous voyez dans le sud, la Delta 54 Whisky Alpha, ici par exemple, qui va du sol à 1000 pieds. Vous en avez une autre à côté. Alors vous voyez, elles sont assurées et donc elles sont clairement déterminées. Voilà. Ok. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair dans un premier temps? Donc le but, c'est pas non plus de rentrer trop dans les détails, mais c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve sur ces cartes aéronautiques. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ces cartes aéronautiques? Je vais essayer de vous montrer. Alors ça, ici, on est sur la 1/500 millième, qui est, on va dire, la carte classique qu'on va utiliser en vol à vue. Mais vous avez aussi des cartes un peu plus détaillées, qu'on appelle les cartes 1 millionième, que le pilote doit avoir d'ailleurs à bord avec lui. Vous voyez, on retrouve à peu près
la même chose, sauf que l'échelle est plus petite, 2 fois plus petite. Donc il y a une carte nord, une carte sud. Vous avez un complément aux cartes aéronautiques sous la forme d'un petit livre. Vous pouvez aussi trouver ça sur internet. Et vous avez en fait à l'intérieur, voilà, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on va dire le recueil de toutes les zones qui existent en France et qu'on peut trouver d'ailleurs. On prend la référence de la zone qui est sur la carte et on va chercher dans le bouquin et on va savoir ce que c'est, ou en tout cas qui contacter pour savoir si la zone est active ou non. Je voulais vous montrer également le site du SIA qui est le service d'information aéronautique. Je vais vous l'afficher ici sur ce site du SIA. Voilà, site de référence, la référence en information aéronautique, hein, qui est, on va dire, le site de référence en France, en tout cas. Et vous avez des petits menus qui s'affichent ici pour la préparation des vols, dans lesquels vous pouvez aller chercher tout plein d'informations. Je vous en ai pris un, notamment, par exemple, là ici, c'est la partie SUP AIP, donc les Aeronautical Information Publications, qui sont en fait des publications, on va dire, qui sortent de l'ordinaire. S'il y a des zones d'exercice qui sont activées et qui ne sont pas sur les cartes, eh ben, on va les retrouver ici. Et les pilotes auront accès, et d'ailleurs nous on a accès, donc tout le monde y a accès, à ceci. Par exemple, expérimentation, nouvelle organisation secteur d'information au vol autour de la CTR de Montpellier. Vous savez maintenant ce que c'est qu'une CTR. Si je clique dessus, et ben vous voyez, on voit que Montpellier a effectué un nouveau découpage. Vous voyez que le fond de carte, il correspond bien au fond de carte qu'on a ici. Hop, je vais le zoomer un petit peu. Garon, voilà Montpellier. Donc vous voyez Montpellier avec les zones qui sont ici. Hop, et là si on passe donc sur le fond de carte du SIA, hop, il est où? Il est là. Non, il n'est pas là. Il est où? Il est là. Voilà. On retrouve bien ici, vous voyez, la zone de Montpellier ronde avec la zone qui est ici. On voit donc qu'il y a eu un nouveau découpage avec notamment de nouvelles fréquences qui sont marquées en rouge. Donc le pilote qui voudra aller voler du côté de Montpellier, ben, faudra qu'il s'attende à ce qu'il y ait des modifications de fréquences et donc il doit se tenir au courant et éventuellement se préparer à contacter ces fréquences. Voilà, donc vous voyez que pour la préparation du vol, il y a beaucoup de choses à contrôler, il y a beaucoup d'informations à aller chercher et l'objectif c'est de ne pas se faire surprendre. Quelqu'un qui se fait surprendre, forcément, il va prendre plus de temps, il va être moins rapidement dans la boucle et donc il va perdre un peu de d'efficacité pendant le vol, et l'efficacité des fois c'est la sécurité. On reparlera justement un petit peu de préparation des vols dans d'autres circonstances. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Dernier petit point aussi sur la partie SIA. Je vais vous montrer ici qu'on peut éventuellement aller chercher des informations, notamment les VAC. Les VAC, ce sont les Visual Approach Charts. À quoi ça correspond? Vous voyez que sur notre carte classique, là si je regarde le terrain de Montpellier Méditerranée par exemple, il s'appelle LFMT. On voit ici, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais on va zoomer un petit peu. Voilà. Ici on voit LFMT. Et donc vous voyez que sur ce terrain, on n'a pas beaucoup de détails. Donc il serait peut-être intéressant d'avoir plus de détails. Et ce détail-là, on va pouvoir le récupérer sur les VAC, les cartes d'approche à vue. Il en existe aussi pour les cartes d'approche aux instruments. Donc ce ne sera pas des VAC, ce sera des IAC. IAC. On en reparlera plus tard. Ces cartes IAC, on va les trouver ici. Montpellier Méditerranée. Je vais chercher ici LFMT et je vais venir l'afficher. Alors, hop. Je vais vous l'afficher directement là. Toc. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Voilà, elle est ici. Donc ici, on retrouve bien le terrain. Hop, voilà, le terrain de Montpellier Méditerranée. C'est bien une carte d'approche à vue. On retrouve le nom du terrain. Et si vous regardez la carte en dessous, on a zoomé un petit peu. On voit la ville de Montpellier. On voit 2 pistes qui sont alignées l'une à côté de l'autre. Et puis, on va venir zoomer encore un peu plus. Vous voyez? Et là, on va voir donc les 2 pistes. On voit le sens d'évolution des avions sur chaque piste. Et on va zoomer encore un peu plus. Avec là, carrément, les pistes et les taxiways, donc les routes qui relient les différentes pistes, et les aires de stationnement. On va avoir des informations sur la piste, les pistes en service. Vous voyez, il y en a une qui fait 2600 mètres.
par 45 de large et une autre qui fait 1100 mètres par 30 de large. Vous aurez des infos sur on va dire les rampes lumineuses qu'il peut y avoir autour pour être sûr qu'on est sur le bon terrain, qui vont déterminer des critères de visibilité aussi. Et puis après, on va venir zoomer sur chaque partie, puisque vous aurez la possibilité de trouver également les postes de stationnement. Si un contrôleur dit à un avion, allez vous stationner en Foxtrot 2, ben vous voyez sur la carte que le Foxtrot 2, il est repéré, et donc le pilote, il saura où aller. Alors là, on voit le F2, et si on regarde ici, sur la carte qui est juste au-dessus, vous voyez au centre, on a un petit F. Donc en fait, tout ce qui est F sera situé à cet endroit-là de l'aéroport. Voilà. Et enfin, dernière petite partie, on aura des conditions d'utilisation et plus de détails qui seront spécifiés en anglais et en français, indiqués ici. Vous voyez, par exemple, aérodrome interdit aux ULM, sauf basés et aux planeurs en cas d'urgence, par exemple. Utilisation de la piste 12R30L interdite aux aéronefs dont l'une au moins voilà. Danger à navigation aérienne, procédure. Voilà, vous avez tout plein d'infos qui se rajoutent et que les pilotes doivent regarder, doivent prendre connaissance pour effectuer un vol en toute sécurité. Ici, vous avez des points de report. Alors, je vais vous remettre la carte. Non, on va remonter plutôt ici. Vous voyez, donc il y a des points qui s'appellent Alpha Mike, Echo Sierra, Echo Romeo, Sierra Alpha, etc. Et si on remonte en haut de la carte, on retrouve ces petits points qui sont ici, vous voyez, qui sont entourés. Et en fait, ça, ce sont des points de report. C'est-à-dire que le contrôleur va pouvoir demander au pilote de se reporter à un de ces points ou de le forcer à passer par un de ces points. Et le pilote devra le faire. Ça va lui permettre au contrôleur de réguler un peu le trafic et de pouvoir mettre des avions en attente et de fluidifier un petit peu les choses. Voilà ce que je pouvais dire sur les cartes. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les sur le chat avec plaisir, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On est aussi là pour ça. Hop, on va revenir ici, voilà. Visiblement pas de questions sur le chat. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, un petit point sur l'heure, 21h25, je vous propose de passer au quiz aéro. Alors le quiz aéro, c'est expérimental puisque j'ai installé l'application il n'y a pas très longtemps et normalement, si vous êtes enregistré, si vous nous suivez avec un compte Twitch, vous aurez la possibilité de répondre aux questions, ce qu'on va faire tous ensemble. Donc c'est le quiz du jour et le jingle, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre. Aegis, génial ton décor, merci Aegis, c'est tout nouveau. Et tu as vu, casque de la patrouille de France. Alors profitez-en parce que je vais le rendre à Daniel. Hein. Voilà, c'est une lourde responsabilité et c'est un original. Hop, je remets la caméra en face. Hop, on va lancer petite séquence. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Au sol et en vol? Non. La théorie avant la pratique, tiens. Théorie avant la pratique, ça peut être pas mal. Donc on lance la séquence et puis derrière on va lancer le petit quiz. C'est parti. La séquence quiz de la zone aéro du soir, j'espère que vous avez été assidus durant les dernières émissions parce qu'il y a des petites questions qui vont retomber là-dessus. Et vous allez avoir la possibilité de répondre aux questions de ce quiz. Donc on va essayer de le lancer ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je charge le quiz, je vais le lancer, hop. Your quiz, ça doit être ici, select, voilà, c'est parti et on va lancer le quiz. Alors normalement, si je ne m'abuse, sur le côté par là, le côté de l'écran, dans ces eaux-là, vous devez avoir un petit icône qui doit s'appeler Quiz Kit. Donc regardez bien, ou peut-être en dessous sur les mobiles, je ne sais pas. Voilà, Seb qui nous dit n'oubliez pas d'accorder l'accès à QuizKit pour jouer. Icône sur le live sur le PC, à droite sur téléphone, c'est sur les 3 points, les 3 petits points.
Voilà, donc je vous laisse le temps de regarder, activer l'extension QuizKit pour pouvoir rejoindre le questionnaire. Donc, j'espère que vous l'avez trouvé. Si tout est OK pour vous, on va lancer le quiz tout de suite. Hop. Normalement, j'ai lancé les inscriptions. Vous devez voir les règles qui vont s'afficher. Vous pouvez vous enregistrer. Voilà. N'hésitez pas à le faire. Je vous laisse valider tout ça. Hop. OK. Et donc, on va pouvoir démarrer le quiz dans quelques instants. Je vous ai préparé 12 questions. C'est parti. Première question qui doit s'afficher sur vos écrans. Quel appareil militaire vient d'être retiré du service en 2022 ? Vous avez généralement 20-25 secondes pour répondre. Voilà, donc c'est la première question. Quel appareil militaire vient d'être retiré du service en 2022 ? On en a parlé dans l'émission. Alors, est-ce que ça marche déjà du côté de chez vous? Est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK pour vous? OK, apparemment tout le monde a répondu. Non. Ah non, ça marche pas? Si, il y a Aegis qui dit ouais, impec. OK. Hop, donc 5 bonnes réponses pour le C160 Transal. On en a parlé il y a quelques petites semaines en arrière. Prochaine question, on enchaîne. Hop, question numéro 2. Nickel, impeccable. Quel est le plus important pour générer de la portance? Et ça, on en a parlé la semaine dernière, vous n'avez pas d'excuses. Les volets, l'incidence, la motorisation ou la vitesse. Voilà. Quel est le plus important pour générer de la portance? Les volets, l'incidence, la motorisation d'avion ou la vitesse? Je vous laisse répondre à cette question. Voilà. Waiting for players. Et évidemment, je suppose que vous avez... La bonne réponse, c'était la vitesse. Alors vous allez me dire, ouais, mais l'incidence, si on en revient à la formule de la portance, 1/2 SV carré CL, quel est le plus important? C'est la vitesse au carré. Et c'est ce qu'il fallait trouver ici. Ensuite, on enchaîne avec la prochaine question. Question numéro 3. Quelle compagnie n'exploite pas d'avion Airbus? Quelle compagnie n'exploite pas d'avion Airbus? Transavia, l'armée de l'air et de l'espace, Air France ou EasyJet? Je pense que Kémy va nous répondre. Je pense qu'il aura juste. Donc, quelle compagnie n'exploite pas d'avion Airbus? Transavia, armée de l'air et de l'espace, Air France ou EasyJet? La bonne réponse, c'est Transavia. Alors vous allez me dire, pour l'instant oui, mais Transavia devrait être équipé d'Airbus très bientôt. Je vois qu'il y en a qui ont répondu EasyJet. Alors EasyJet, Kémy, je ne sais pas qui a répondu EasyJet, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que Kémy nous l'avait dit? Alors l'armée de l'air et de l'espace, vous avez les nouveaux MRTT qui ont été mis en service, qui sont des avions Airbus. Donc l'armée de l'air et de l'espace, ils ont bien des Airbus. Question suivante. On enchaîne sur la question 4 avec quel appareil de la liste est le plus rapide? Alors ça, c'est plutôt de la culture G, on n'a pas tellement parlé. Le Supermarine Spitfire, le Lockheed T-33, le Messerschmitt 262 ou le Mustang P51. Donc, à votre avis, quel est le plus rapide? Je vous laisse répondre. Question numéro 4.
Ah, il y en a qui ont dit le Lockheed T-33. A priori, c'est le Messerschmitt 262. Voilà le Quiz-Kit qui pointe au bout de son nez, c'est pas lui le plus rapide. Ah bah oui, mais ça, Seb, malheureusement, on n'y peut rien. Est-ce que ça vient pas de ton ordi? Voilà, petite question. Question suivante. On enchaîne avec la question numéro 5. On arrive presque à la moitié du quiz. Question numéro 5. Un pilote privé peut voler uniquement de nuit, uniquement de jour, en VFR et en IFR, ou de jour et de nuit. Il y a des petites subtilités. Uniquement de nuit, uniquement de jour et de nuit, en VFR et en IFR. Alors, à votre avis, on attend le retour de tout le monde. La bonne réponse était en VFR, en IFR, sous réserve, évidemment, qu'il soit qualifié en IFR. De jour et de nuit, bah, quelque part, il peut voler de jour, il peut voler de nuit si la qualification vole de nuit, mais de jour ou de nuit, il peut être également en IMC. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'il soit qualifié en IFR. Uniquement de jour, bah, pas forcément, puisque vous avez aussi les qualifications de vol de nuit qui peuvent se mettre en place. Et d'ailleurs, il y a des instructeurs qui sont sur le chat. Je pense notamment à Alex qui est présent et qui peut... je ne sais pas si toi, Alex, tu fais des formations vol de nuit à l'aéroclub, il me semble que oui. Mais voilà, il y a des aéroclubs qui peuvent vous former au vol de nuit sans problème. Oui, voilà. Donc allez voir Alex, il vous formera au vol de nuit. Donc voilà, en VFR et en IFR bien évidemment, si l'avion est qualifié, mais un pilote privé, quelque part, peut très bien voler en IFR, il peut très bien voler en VFR, et quelque part, s'il est d'accord pour payer, je sais pas moi, des tours de piste, et qu'il a sa qualification sur 737, il pourrait très bien voler tout seul en 737, sans problème. Bon, ça se fait pas, hein, on en trouve assez peu. Question numéro 6. Comment s'appellent les extrémités verticales au bout d'une aile d'avion? On en a parlé la semaine dernière. Les vertiflaps, les fallers, les V-ailerons ou les winglets. Donc comment s'appellent ces petites surfaces qui sont en fait celles-ci? Voilà, celle-là. Je ne sais pas si... hop, caméra de gauche. Voilà, celle-là, là, celle ici. Là. Donc, attendre des résultats. Bon, celle-là, je pense que... Vous aurez trouvé... Ah bah voilà, tout le monde ajuste. Les fameux winglets qui réduisent la turbulence de sillage, comme nous l'a expliqué la semaine dernière notre ami Michael. Bravo à vous. Joli score. Question suivante, on arrive à la question numéro 7. Dans les nuages, à quoi un pilote doit-il se fier? À son horizon artificiel? À ses sensations, son altimètre et son conservateur de cap, à son altimètre, ou tout simplement il ne doit pas rentrer dans les nuages. Donc, question 7. Dans les nuages, à quoi un pilote doit-il se fier? On attend la réponse, on en a parlé avec Nicolas d'ailleurs, qui nous a fait un petit retour d'expérience là-dessus. Hop, on regarde un petit peu. Ah, à son horizon artificiel, vous avez 6 à répondre à cette question, bravo. Il ne doit pas rentrer dans les nuages. Eh bien non, ce n'était pas la bonne réponse. Effectivement, si c'est un pilote privé qui vole en dehors des nuages, on va dire en dehors de... oui, en dehors des nuages, en VMC, en condition de vol à vue, bah oui, effectivement, il est en dehors des nuages, donc pas de problème. Par contre, s'il rentre dans les nuages, il est en IMC, et donc là, en l'occurrence, il doit avoir une qualification IFR avec un avion certifié, et donc en l'occurrence, avoir un horizon artificiel pour déterminer l'attitude, donc la position de son avion, et surtout pas faire confiance à ses sensations, surtout pas. Petite question suivante. Question 8. Les pluies de sable, on en a parlé avec Hélène. Les pluies de sable sont sans danger pour l'aviation, restent près du sol, peuvent éteindre les moteurs quand on est en vol,
ou simplement n'existent pas en Europe. Donc les pluies de sable sont sans danger pour l'aviation, restent près du sol, peuvent éteindre les moteurs ou tout simplement n'existent pas en Europe. Question 8. On attend les réponses. Et peuvent éteindre les moteurs. On a dit avec Hélène que en fait, les pluies de sable ne présentent pas de danger pour l'aviation, tout simplement parce que les particules sont vraiment très très fines et même celles qui sont ingurgitées par les réacteurs ne posent pas de problème pour continuer de voler sans souci. Donc, c'était la réponse 1, sans danger pour l'aviation. On enchaîne avec la question 9 qui dit « Le terme autorisé, clear to, est uniquement utilisé pour 4 propositions. Traverser une piste, mettre les moteurs en route, commencer à rouler pour rejoindre la piste, ou décoller ou se poser. » Donc question 9. Le terme autorisé, donc clear to, est uniquement utilisé pour traverser une piste, mettre les moteurs en route, commencer à rouler ou décoller et se poser. On en a parlé lors d'une étude de cas et c'était même le cas de Tenerife. On regarde ensemble la réponse. Bravo, 1 sans faute. Décoller et se poser, en effet, on utilise le terme clear to uniquement pour ça. Et pas par exemple pour traverser une piste ou ce genre de choses. Au moins on lève toute ambiguïté. Question suivante. On enchaîne, on est sur la question numéro 10, il en reste 2. Comment s'appelle le dispositif dans l'avion aidant un pilote à encaisser les accélérations de l'avion? L'accéléromètre, l'anti-G, la vessie natatoire ou la centrifugeuse? Donc on imagine le pilote dans son avion, un pilote de la patrouille de France par exemple. Comment s'appelle le dispositif dans l'avion aidant un pilote à encaisser les accélérations? L'accéléromètre, l'anti-G, la vessie natatoire ou la centrifugeuse? La sorbetière, nous dit Fingergold. Bonsoir à toi Fingergold. La sorbetière, oui, c'est pas une bonne réponse. Bravo les amis, l'anti-G 8, et peut-être que Daniel un jour viendra nous parler un petit peu de l'anti-G, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on ressent quand on a une anti-G dessus, si ça vous plaît. D'ailleurs vous pouvez lui demander, il est sur le forum, notre ami Daniel, donc dites-lui, Daniel, viens nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il doit dire quel enfoiré Seb. Oui, je sais. Question suivante. Question 11. Quel indicatif est utilisé à la radio par la patrouille de France? Aramis, Athos, France Patrol ou D'Artagnan? Voilà. Quel indicatif est utilisé à la radio par la patrouille de France? Aramis, Athos, France Patrol ou D'Artagnan? Voilà les 4 réponses qui vous sont proposées. On attend les retours de résultats. Bon, ça, j'espère que vous savez tout. Ah non, il y en a qui ont mis Aramis. Alors, je ne sais pas si on a ça sur... Voilà, je ne sais pas si vous le voyez ici. À mon avis, c'est un peu loin. Athos 5. Donc, c'est la bonne réponse, c'est Athos. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on demande à Daniel pourquoi c'est Athos. Pourquoi c'est ce nom-là qui a été pris par la patrouille de France. Question numéro 12 et dernière question de ce petit quiz. Hop. Question numéro 12. On en a parlé il y a quelques semaines. Combien de pales d'hélice a un Canadair? Donc le CL415. Je précise, le CL415. Combien de pales d'hélice a un Canadair? 3, 8, 2 ou 4? 3, 8, 2 ou 4? Combien de pales d'hélice a un Canadair? On en a parlé à l'occasion du petit article sur le DHC 515 la dernière fois. Et d'ailleurs, il y avait une question dans le forum sur la quantité de pales d'hélice. Et la bonne réponse était 8. Il y en a qui auront du 4. Bah oui, sauf que le Canadair, il a 2 moteurs. Alors vous allez dire, ouais, c'est tiré par les cheveux, mais non.
Combien de pales d'hélice a un Canadair? Il en a bien 2 x 4, donc 8. Je vous ai eu là sur celui-là, je suis sûr. Donc, on regarde un petit peu le résultat final de tout ça. Et on en voit, alors, ah oui, il y en a qui n'ont pas mis leur nom, donc ça va être difficile de le voir. Qui est le 12? Que le 12 lève la main dans le chat. Celui derrière toi, tu en as 4 par moteur. Bah oui, donc ça fait 8 en tout, 2 x 4. Donc ça fait 8 pales d'hélice sur un Canadair. Voilà. Alors, hop, les scores, résultat final. Donc ça, c'est sur la question. Il y a les réponses. Alors, qui est le 12? Qui est contestant 12? Sur le chat, vous pouvez nous dire. Signalez-vous, les amis. Contestant 12, le 9, le 6. Théo, 4e. Aegis, 5e. Toc, toc, toc. Ça doit être moi, mais pas sûr. Mutt, c'est le 6. Bravo, Mutt, 3e. Le 9, le 12. Donc ça serait toi, Alex, le 12, c'est ça? Ok. Donc vous voyez que les résultats en fait prennent en compte à la fois la bonne réponse, mais aussi le temps de réponse. Le plus vous êtes rapide, le plus vous marquez des points. Voilà, donc le 12. Alors Alex, c'est toi. J'aimerais bien savoir qui est le premier, quand même. Le 12. Ça doit être moi, mais pas sûr. Alors le 12 ou le 9, Alex, t'as le choix. À moins que, je ne sais pas si Daniel a répondu, comme je sais qu'il est encore sur le chat, peut-être qu'il y a au moins des questions à la Patrouille de France qu'il devait connaître. Hein. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, le 12 restera inconnu. On ne sait pas ce qui est advenu du joueur contestant 12, comme le vol de la Malaisienne. On l'a perdu. Voilà pour le petit quiz de ce soir. Bon, bah écoutez, je vous propose le 12, je pense que c'est moi. Bah, bravo Pierre, bravo. Félicitations pour ce joli score. Alors peut-être que Alex, tu es peut-être le 9 à vérifier. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit quiz vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans le forum. Et puis comme ça, alors on n'en fera peut-être pas systématiquement, mais de temps en temps, pourquoi pas. Si ça vous plaît comme concept, on peut le renouveler. On passe tout de suite, puisqu'il est déjà 21h45, à la séquence remise de gaz. Question-réponse. Séquence remise de gaz pour répondre à vos questions. Hop, on va enlever le petit sommaire. Écoutez, si ce petit quiz vous a plu, c'est très bien, j'en suis ravi. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous suivent, hein, les derniers packs qui s'affichent ici, là, qui sont en train d'être déroulés, les followers. Je profite également pour remercier nos contributeurs. Les contributeurs, ce sont les abonnés. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte 3 € et des poussières pour 30 jours. Et nous, ça nous aide à financer un peu tout ça. Vous voyez ce nouveau décor. Alors évidemment, il y a Daniel qui nous a prêté tout un tas de choses. Mais il a fallu acheter un peu tout ce qu'il faut au niveau du décor. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc si vous vous abonnez, vous nous aidez. Et vous nous permettez justement d'améliorer un petit peu le stream, les conditions et puis les thèmes des émissions à venir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant concernant les émissions à venir, concernant ce qu'on a abordé ce soir. C'est libre antenne. N'hésitez pas à réagir sur le chat, à dire ce que vous pensez aussi de l'émission, ce que vous souhaitez voir améliorer par exemple. Ça peut être aussi un sujet. Nous, au contraire, on est preneur un petit peu de tout ça. Et je sais aussi que Nicolas va probablement aborder la question des meetings avec les dates importantes et ses bons conseils si vous voulez suivre les meetings qui vont démarrer normalement très bientôt. Est-ce qu'il y a des choses à dire, à aborder? J'ai remercié les contributeurs. Oui, les bits et les tips. Alors qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Vous avez la possibilité de faire aussi des donations si vous ne souhaitez pas forcément vous abonner mais que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire
en cliquant en fait sur le petit lien qui s'affiche sur le chat, là, streamelements.com, la zone aéro tips, et en fait c'est l'équivalent d'une petite donation qui revient aussi directement à la chaîne, et encore une fois, on est tous bénévoles sur cette chaîne, et tout ce qui arrivera pour nous nous permettra en fait, encore une fois, d'améliorer, de vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Dans la zone aéro à venir, il y aura des invités, il y aura des gens qui m'ont déjà donné leur accord de principe. On ira du côté d'avions historiques, on ira du côté d'avions civils et militaires. Enfin, il y a pas mal de choses en prévision. Donc, suivez bien la chaîne, activez les notifs. La prochaine zone aéro, ce sera mercredi prochain à 20h30 comme d'habitude. Et puis voilà, donc visiblement pas de questions, pas de réactions dans le forum, enfin dans le chat. Hop, bah écoutez, quelle heure il est? Il est 21h49, je vous propose de conclure, merci à vous d'avoir été présents. J'espère que cette émission vous a plu, vous a amélioré un petit peu vos connaissances ou en tout cas éclairci certaines choses, notamment sur les cartes. Passez une bonne semaine, rendez-vous la semaine prochaine 20h30, portez-vous bien, fly safe comme on dit, et puis d'ici là n'hésitez pas aussi à relayer le lien, à partager justement la zone aéro. Pour info, tu seras à Cognac, Seb? Non, a priori je ne serai pas à Cognac. Par contre Fred y sera, donc si vous allez à Cognac pour le meeting de l'air, Fred y sera. N'hésitez pas à partager le lien, à faire tourner l'info de la chaîne autour de vous. Magnifique déco, mon Seb, grosse bise à Daniel. Il est sur le chat, Daniel. Eric Zemmour, j'aimerais bien savoir qui est derrière ce truc-là. Donc, magnifique déco, oui, bah tu vois, Fred, on a un petit peu évolué. Donc je le disais, n'hésitez pas à partager le lien, à faire savoir en fait que cette chaîne existe. Vous qui êtes aussi actifs dans les aéroclubs, ça peut servir et intéresser pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à le faire. Passez toutes et tous une très bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30. Pour la zone aéro. Yes, c'était super, pédagogie au top. Merci à toutes et tous. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine et fly safe. Bye bye.